Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est le directeur de cabinet de la préfecture, Étienne Guillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, on va aborder 3 sujets, et on va commencer avec celui qui préoccupe actuellement, qui est dans l'actualité, ces poissons retrouvés morts au sud-est de Mayotte. Une question déjà toute simple, il y a danger ou pas danger? Alors, pour l'instant, effectivement, on a eu des témoignages de la part des pêcheurs de Petite Terre de Amsapéré qui nous ont dit, voilà, on a retrouvé des poissons morts dans l'est et le sud-est de Mayotte. Donc, on a effectivement regardé tout ça avec attention. On a fait un certain nombre de réunions. On a essayé on était même allé sur place. Pour être très clair, hier, nous avons mis une mission en place pour aller sur les zones sur concernées. Les points GPS qui étaient voilà, sur les points GPS et les coordonnées GPS que un pêcheur nous avait fait remonter pour tout simplement vérifier ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, il y a déjà des retours? Vous avez déjà des informations? On a des retours qui sont très limités. C'est pour ça qu'on a effectivement demandé aux pêcheurs de nous faire remonter dès qu'ils arrivent sur une zone susceptible effectivement d'être une zone où il y a des poissons morts en grand nombre, en masse, comme on dit, de nous le signaler très vite auprès de la DMSOI, donc de la Direction des Affaires Maritimes, pour qu'on puisse à ce moment-là engager des moyens et aller avec eux contrôler, vérifier et pourquoi pas récupérer des spécimens qui seraient morts pour à la fois comprendre pourquoi ils sont morts, de quoi ils sont morts, et évidemment aussi peut-être parce que parfois on veut des découvertes scientifiques qui peuvent être faites parce que on l'avait vu dans certains autres cas, quand on a beaucoup de poissons qui meurent, on peut aussi découvrir des espèces nouvelles. Voilà, donc ça fait partie de notre réflexion. Alors le danger, s'il y a danger, c'est tout simplement la commercialisation et la consommation de ces poissons qui sont déjà morts, puisque je rappelle, il est hors de question et pas normal qu'un pêcheur, qui se dit pêcheur professionnel, puisse évidemment vendre du poisson déjà mort. On pêche du poisson, on vend du poisson qu'on a pêché, vivant. Voilà, donc on a rappelé cette règle-là. Alors c'est effectivement le seul danger, il est là, parce que tout simplement un poisson qui est mort, on ne sait pas depuis quand il est mort, on ne sait pas de quoi il est mort, et donc potentiellement il peut effectivement avoir une mort qui n'est pas naturelle, et voilà, et donc avoir aussi des bestioles, des bactéries, des produits, des toxines qui peuvent être dans ces poissons. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'on consomme, mais oui, il faut être prudent sur ces poissons si effectivement on était amené à en acheter. Vous avez donné une information qui est importante. Dès hier, la préfecture a dépêché un bateau pour aller sur place. Vous avez été plus évasif sur les retours de cette analyse. Alors, en fait, pourquoi? Parce que nous sommes allés sur place pour constater si effectivement il y avait des bancs de poissons, des poissons morts en masse. Vous l'avez trouvé ou pas? Alors, on n'a pas trouvé. Voilà, on est allé sur la zone, on a fait un certain nombre d'allers-retours pour vérifier. Alors, on n'a pas vu un seul poisson mort. Alors, c'est pour ça que l'appel aux pêcheurs de nous fournir de l'information en temps réel et la plus rapidement possible est lancé. Je l'avais déjà lancé dès lundi auprès des pêcheurs. Donc voilà, on continue pour faire en sorte qu'effectivement on puisse avoir l'information le plus vite possible et donc pouvoir permettre avec les moyens maritimes de l'État d'aller sur zone. Mais on a d'ores et déjà fait en sorte que tous les moyens de l'État, que ce soit ceux du parc marin, ceux des affaires maritimes, ceux de la gendarmerie nautique, la brigade nautique de la gendarmerie nationale ou la gendarmerie maritime, tous ces moyens-là sont évidemment mis à disposition et on a appelé une vigilance par rapport à la sortie des pêches pour être sûr que voilà, s'il y avait des poissons morts ou des poissons un peu particuliers, parce que on nous parle de poissons de grand fond. Mais oui. Donc forcément faille, profondeur. En tout cas, profondeur. Faille, je ne sais pas, mais en tout cas, profondeur. Ce qui, effectivement, fait que, normalement, les pêcheurs mahorais, en tout cas ceux qui nous fournissent du poisson à Mayotte, ont l'habitude d'avoir des poissons qu'on a sur les étals habituellement. Là, aujourd'hui, on serait sur des poissons un peu originaux que personne n'avait vus. Donc voilà, l'appel qu'on a lancé de précaution, c'est si vous avez effectivement des poissons un peu originaux et pas habituels que vous constatez sur vos étals de poissons, ne les achetez pas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Étienne Guillet. Ouais, y a-t-il une thèse privilégiée sur la cause de la disparition de ces poissons, c'est-à-dire infection, dégazage d'un pétrolier, pourquoi pas, ou plutôt faille sismique, émanation de gaz? Parce que justement, vous émettez aussi une précaution par rapport au gaz ou aux odeurs qu'on peut ressentir quand on est en mer. Alors, effectivement, puisque dans les témoignages que les pêcheurs nous ont fait remonter, il y avait cette odeur
alors qu'ils n'ont pas obligatoirement pu nous qualifier complètement, hein, qui était une odeur de plastique brûlé, de soufre pour certains, de gaz. Bon, on ne sait pas trop exactement quelle est l'odeur qui a été ressentie. Donc, par principe, là encore, principe de précaution, on conseille aux pêcheurs et aux gens qui, effectivement, seraient dans une zone où il y a des odeurs, des émanations sans doute pas très agréables à ressentir, plutôt de s'en éloigner pour éviter, effectivement, des maux de tête ou d'autres maux. Voilà, ça fait partie, je dirais, des principes de précaution qui sont normaux et qu'on doit donner à tout le monde. Maintenant, effectivement, l'explication, il y a plusieurs hypothèses. On avait une première hypothèse, effectivement, peut-être, vu les points GPS qui nous avaient été remontés, on avait imaginé un premier temps un navire qui aurait pu dégazer, qui aurait pu polluer. Ou balancer un surplus de poissons à la mer. Ça arrive, hein? Voilà, en tout cas, on avait effectivement des hypothèses. Elles ne sont pas confirmées. En tout cas, cette hypothèse-là n'est pas confirmée, puisqu'on a effectivement regardé s'il y avait un bateau qui avait été dans ce secteur-là, qui avait fait sa traversée. On n'a pas vu. Et puis, vu les poissons, en plus de grands fonds, a priori, qui ce sont, il y a peu de chances que ce soit un bateau qui aurait été à l'origine de tout ça. Donc, effectivement, une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons maintenant, très clairement, c'est une hypothèse, parmi tant d'autres. On n'a pas de vérification à ce stade. Mais ce serait un changement lié non pas au séisme, mais à l'origine de ces séismes, qui est une origine a priori volcanique. Là encore, une hypothèse qu'on doit encore étayer, encore confirmer. Et donc, par le biais de cette hypothèse volcanique et donc de cette vidange, de cette chambre magmatique au large de Mayotte, peut-être qu'il y aurait un changement, soit en termes de température, soit en termes de concentration des gaz en profondeur, avec peut-être du soufre, avec peut-être d'autres choses, on ne sait pas, qui aurait entraîné effectivement cette modification du biotope. Et donc, ces poissons qui sont évidemment très sensibles, vu les conditions dans lesquelles ils vivent, seraient morts. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur des hypothèses, et c'est pour ça, encore une fois, que tout élément qui pourra nous être apporté, tant en termes de spécimens, que d'observations précises, à la fois GPS, mais de photos, de films, j'en sais rien, voilà, d'éléments qui pourraient nous permettre d'analyser ce qui se passe, sera la bienvenue. Les tomates, le diméthoate est de retour sur Mayotte ou il n'a jamais quitté Mayotte? Alors, le diméthoate sur Mayotte, on l'a, ça fait déjà 2 ans qu'on prend des arrêtés spécifiques à l'encontre de la vente de tomates qui, en tout cas, une surveillance renforcée quant à la vente, à la distribution de ces tomates. Pourquoi? Parce que on a effectivement fait un certain nombre de contrôles. On les fait tous les ans. Cette année encore, on a fait donc ces contrôles sur, je dirais, les marchés couverts des communes, sur le bord des routes, dans les supermarchés, dans les coopératives agricoles. Et effectivement, certains de ces résultats nous montrent qu'il y a encore du diméthoate. Alors, très clairement, on va dire les choses, il n'y en a pas dans un certain nombre de lieux. Je pense en particulier aux supermarchés où les mesures ont été prises par les commerciaux qui ont acheté et qui font attention à ce qu'ils achètent comme produit. Pareil pour les coopératives agricoles, on n'a rien retrouvé en termes de diméthoate dans ces produits, dans ces lieux-là. Et le marché de Mamoudzou non plus. Voilà. Après, dans les autres sites, effectivement, il y a eu, je ne sais plus combien d'échantillons qui ont été prélevés, qui ont été achetés par les agents de la DIECT et qui ont été analysés dans un laboratoire en La Réunion. Et à partir de là, effectivement, dans les autres lieux, on a trouvé du diméthoate. Est-ce que ça veut dire que partout sur le bord des routes, dès que je vois une tomate, elle est contaminée avec ces pesticides, ou je peux trouver aussi des tomates au bord des routes, sans pour autant les acheter dans les boîtes. Je pense notamment à ces petits stands qui, pour certains, sont patentés. Et est-ce que là, je peux trouver des tomates de qualité? Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour être très clair, des résultats que l'on a, je conseille fortement les gens d'aller acheter des tomates, s'ils le souhaitent, plutôt dans des lieux qui sont les supermarchés, dans les coopératives agricoles, et pourquoi pas au marché de Mamoudzou, bien évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que sur les autres lieux, avoir une garantie de la qualité et donc de la non-utilisation du diméthoate est plus compliqué à avoir. Donc il faut effectivement avoir une traçabilité. C'est ce qui est demandé dans le cadre de l'arrêté qui a été pris, c'est-à-dire faire en sorte que les vendeurs soient en capacité de vous dire ça vient de tel producteur et le producteur en question, voilà, il n'utilise pas de diméthoate. Alors
ça évidemment au service de l'État Ouais, d'aller bien sûr. vérifier au quotidien le fait que le producteur en question respecte les normes. Une question de Samuel sur les tomates et après on parle du débat national. Ouais, on parle des tomates, que des tomates, mais le diméthoate, ce fameux produit ne s'intéresse pas qu'à la tomate, il est utilisé sur d'autres produits comme d'autres légumes. Est-ce qu'on doit aussi avoir peur des autres légumes qui sont vendus sur le bord des routes? Alors, très clairement, encore une fois, c'est ce que je dis souvent, quand vous voulez acheter quelque chose de qualité, il y a mettre le des prix. professionnels. Il faut mettre le prix, évidemment, c'est mieux. Patrick, excusez-moi. Il faut mettre le prix, voilà. C'est-à-dire que pour avoir un produit de qualité, parfois, effectivement, il faut peut-être aller faire quelques kilomètres de plus et être sûr d'obtenir un produit qui a été conforme, qui répond à des normes. Voilà. Les normes, elles sont pas là pour empêcher les gens de tourner en rond, elles sont là aussi pour se protéger et pour nous protéger. Donc voilà, je crois qu'il faut être très clair. Le diméthoate n'est pas utilisé que sur les tomates, on en est tous très conscients. La seule difficulté, c'est que malgré tout, c'est dans ce produit-là qu'on en trouve les concentrations les plus fortes. Pour rappel, même si c'est important, l'année dernière, nous étions jusqu'à 27 fois le taux maximal autorisé par l'OMS. Cette année, dans les tests que nous avons faits, nous en sommes à 17 fois. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience à la fois de la profession, à la fois des interlocuteurs que nous avons. Maintenant, ça n'empêche que le travail doit se poursuivre et pour simplement protéger les gens. Étienne Guillet, on va changer de sujet si vous êtes d'accord. On va parler de ce débat national. Vous avez été nommé il y a très peu de temps par le préfet Dominique Saurin, référent auprès des maires et des mairies pour organiser ce débat national. Comment Mayotte, comment nous, les Mahorais, on va pouvoir participer à ce débat national ? Alors effectivement, donc depuis peu de temps, je suis nommé effectivement référent pour qu'on puisse accompagner, pour que l'État accompagne cette démarche. C'est pas une initiative de l'État, c'est-à-dire que c'est effectivement l'enjeu. Chaque citoyen peut se lancer dans ce débat, à la fois à titre individuel, à la fois à titre collectif, avec la possibilité d'organiser des réunions d'initiatives locales. Donc l'enjeu, c'est tout simplement de coordonner, d'animer et d'accompagner les communes qui sont effectivement les premiers fers de lance de ce débat, en tout cas les premiers organisateurs potentiels ou peut-être facilitateurs de ce débat, puisque ils peuvent évidemment, les communes peuvent mettre en place des cahiers de doléances, peuvent mettre en place l'accès à des salles pour que les gens puissent se réunir, que les maires ou les communes participent ou pas à ces débats, peu importe, mais en tout cas donnent les moyens logistiques pour que derrière, les gens, s'ils le souhaitent, puissent se réunir et puissent débattre. Est-ce que vous avez contacté déjà les mairies? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Alors oui, j'ai contacté la plupart des mairies de Mayotte. Les retours sont évidemment favorables de la part des communes. À la fois, ils sont en train de s'organiser, puisque le débat a été lancé il y a peu. Je rappelle, le débat commence depuis le 15 janvier, se terminera le 15 mars. Et donc, durant tout ce temps-là, chacun va s'organiser pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, les communes, les maires sont en train de s'organiser pour voir comment, selon quelles modalités pratiques, ils vont participer à ce débat. Alors comment ça va se passer après? C'est vous qui allez avec vos petits bras et récupérer les cahiers de doléances et faire une synthèse de ça et l'envoyer à Emmanuel Macron? Je plaisante un peu, évidemment, oui. C'est un peu caricatural, mais comment ça va se passer? Non, effectivement, c'est évidemment pas la préfecture qui va centraliser tout ça. Il y a un site internet sur lequel effectivement vous avez la possibilité de contribuer, et puis les contributions qui seront recueillies en mairie ou par différents acteurs, quels qu'ils soient, puisque c'est à la fois les mairies, mais ça peut être aussi les partenaires sociaux et économiques, ça peut être des associations qui peuvent se lancer dans la rédaction de ce débat. J'ai déjà quelques citoyens qui m'ont expliqué que oui, ils allaient faire une réunion d'initiative locale prochainement pour se lancer dans ce grand débat. Donc ça peut être, je dirais, tout le monde. Après, effectivement, la contribution, elle peut soit se faire via Internet et le site granddébat.fr, ou au contraire se faire envoyer à la préfecture ou autre part. Et évidemment, on se fera le relais de ces envois de contributions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans ce débat? Est-ce que je suis obligé de répondre à des questions ou est-ce que je peux formuler quelque chose qui n'est pas dans la lettre d'Emmanuel Macron? Alors, pour préparer ce débat, oui. Tout organisateur de réunions d'initiative locale ou même toute personne qui irait sur le site pour, parce qu'à partir du 21 janvier, il y aura une consultation
Internet comme on fait dans beaucoup de sujets de ce style, hein, voilà, avec un portail dans lequel voilà, on s'inscrit, on explique ce qu'on a envie de dire. Voilà. Comme pour les assises, hein. Comme pour les assises, effectivement, qui ont lieu sur le territoire de Mayotte l'année dernière. Donc voilà, on va avoir une plateforme, on va avoir des réunions locales, initiatives locales, et pour accompagner, il y a un kit méthodologique, pédagogique, qui a été mis en place avec une charte d'engagement de la part de ceux qui sont organisateurs de ces débats, et donc pour que effectivement on puisse guider un peu les gens dans comment on va faire ce débat. Maintenant, chacun est libre de mener ce débat et de poser les questions qu'il souhaite poser. C'est important pour Mayotte de participer à ce débat ? Je crois que oui, puisque très clairement c'est un débat qui est national, avec des enjeux que je pense les uns et les autres ont pu lire dans la lettre du président de la République aux Français, avec un certain nombre de questions qui ont été posées. Je crois qu'il y en a 35 officiellement. Maintenant, voilà, je crois que les questions sont larges. Il y a d'autres questions qui peuvent être posées ou qu'on peut se poser. Et je crois que oui, dans la vie démocratique d'un territoire et d'un pays comme le nôtre, c'est important de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, Étienne Guillet, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.